On savait que c'était pas la révolution, mais on savait pas ce que c'était. Donc on savait où on n'allait pas, on savait pas où on allait. Le bonheur est toujours dépavé de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après, et après, et après, et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. 68, 68. Non, il y a déjà eu alors attention, on fait... Ah bah t'as fait le... D'accord, ok. Alors, Alain, il y a cet édito là, tu sais, de Viançon-Ponté qui dit début 68, Mon père était dentiste, ma mère élevait, on était 5 mômes. Elle élevait les 5 mômes, elle ne travaillait pas. Mon père était de gauche, il votait ou PS ou PC, mais en me disant toujours comme le PC prendra jamais le pouvoir, je peux voter pour eux. Ma mère faisait comme lui, donc elle votait à gauche, et mes frères étaient quasiment tous au PC. Quand il rentrait de manif, il parlait du parti. Pour moi, le parti, c'était la gauche. Fallait vendre l'Huma Dimanche avec mon frère. Donc je vendais l'Huma Dimanche en bas de la rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement. Et c'était un peu logique, c'était la suite logique, non pas de l'éducation de mes parents, mais de mes frères, qui étaient tous plus vieux, sauf un jumeau, qui par définition à mon âge. J'ai été envoyé à Moscou comme le meilleur vendeur de l'avant-garde, Gare Saint-Lazare, en 57. Donc j'avais 17 ans, 16 ans, en 57. Il y avait le grand défilé de des milliers de délégués, puisque c'était le Festival mondial de la jeunesse. Moi, j'ai rencontré une femme qui était dans la délégation algérienne, on est devenus copains, puis elle m'a fait rencontrer la délégation, et c'est là où on s'est fait engueuler, où les Algériens nous ont dit « Vous faites pas la moitié de ce que vous avez fait pour le Vietnam, vous jetez pas les armes à la mer ». C'est là que j'ai commencé à branler dans le manche sur le problème de l'Algérie, l'aide au FLN. Quand je suis rentré, où j'ai chopé la jaunisse, mon frère jumeau, qui lui était déjà trotskiste, alors que moi j'étais stalinien, mais qui commençait à me poser des problèmes, je lui ai dit, je veux adhérer à un truc de soutien au FLN. Il m'a fait rencontrer un gars qui s'appelait Michel Fiant, qui dirigeait Jeune Résistance. On distribuait soit des tracts dans les trains qui partaient vers l'Algérie, soit on bloquait les trains à des endroits où des camarades les attendaient, ils avaient peint sur les murs, on distribuait des tracts, mais on faisait toute une activité vis-à-vis des soldats qui devaient partir en Algérie. Et ensuite, on organisait leur désertion vers la Suisse. Parallèlement, il y avait les réseaux de soutien direct au FLN avec les bagnoles, où il fallait faire son lacet de chaussures dans une rue de Paris avant qu'une voiture passe avec le fric du FLN. Enfin, bon, je passe les détails, mais je sais que j'ai donné des coups de main, notamment pour aider à la libération de prisonniers à Fresnes, et où je me suis retrouvé une nuit à être obligé, mais ça m'a fait plaisir, d'embrasser une jeune militante qui était aussi monitrice des vaillants et vaillantes, et on surveillait l'arrivée des flics ou l'arrivée des gardes de la prison de Fresnes pour pouvoir alerter qui de droit. Alors là, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 60, quand l'OS a commencé à faire des petits en Algérie, mais à Paris, puisqu'ils ont même y compris plastiqué mon appart. J'habitais à l'époque chez mes parents, rue Taitbout, mais ma pièce a été plastiquée, donc il y a eu une manif avec le PC et tout. Et c'est là où on a créé, avec l'aide d'intellectuels qui, eux, ont créé le FACUIRA, Jean-Paul Sartre, Laurent Schwartz, son fils, etc. On a créé, nous, le Fonds universitaire antifasciste. C'était donc une organisation de jeunes contre l'OS. Il y avait un peu de tout là-dedans, des catholiques, des communistes, des inorganisés. On faisait des meetings, on faisait des manifs, donc on empêchait les étudiants d'extrême droite d'aller à l'université, on allait leur casser la gueule dans des meetings, dans la rue. Elles ne s'ennuyaient pas. Et notamment en avril 68, quand on a appris que Douchke avait été victime d'un attentat, je me rappelle, il y avait une manif devant l'ambassade d'Allemagne, dans le 16e arrondissement.
Puis on est rentré peinard, on était plusieurs milliers d'étudiants. Et puis d'un seul coup, les étudiants spontanément ont décidé de traverser la Seine. Il y a un pont, ils ont pris le pont, ils sont arrivés au quartier latin. Ils ont saisi les bouteilles, les verres sur les terrasses de café. Ils ont tout balancé sur les flics qui étaient en képi, qui se demandaient ce qui leur arrivait. Et ça, moi, j'ai appris énormément sur la spontanéité d'un mouvement. Non pas pour aller jusqu'au bout, on n'a jamais été jusqu'au bout, mais pour démarrer. Pour démarrer, il n'y a pas besoin d'une organisation. Quand les événements commençaient à péter au quartier latin, en fait, j'étais plus étudiant. Mais je suis redevenu étudiant parce que la cour de la Sorbonne, il y avait Trotsky, il y avait Ho Chi Minh, il y avait Che Guevara, Staline, il y avait tout le monde, il y avait tous les groupes possibles et inimaginables. Donc là, j'étais à l'aise. Donc je suis retourné au quartier latin. Et je me souviens, par exemple, que lorsqu'ils ont fermé la Sorbonne, tout début mai, c'était 3 mai, on était quelques centaines, 200, 300. On s'est fait arrêter très poliment par les flics, mais c'est la première fois qu'ils rentraient à la Sorbonne. Ils nous ont mis dans les cars, et là encore, spontanément, on s'est retrouvés dans les cars, mais entourés par des milliers d'étudiants qui gueulaient libérer nos camarades, qui balançaient des pavetons et tout. C'était complètement spontané. Et on s'est redit, il se passe quelque chose. On avait tous les jours une réunion devant des milliers d'étudiants à Denfert-Rochereau. La Sorbonne va devenir un bouillon de culture quotidien avec l'Assemblée générale. Tous les soirs dans le grand amphi où il y avait tout le monde, ça va être le centre nerveux. À la fin des manifestations, on se retrouvait d'une part en bas de la statue d'Enfer-Rochereau, et on se retrouvait, moi en tout cas personnellement, puisque je représentais le seul groupe d'extrême gauche qui était admis quasiment, la JCR, mais il y avait l'UNEF, le SNES-SUB, donc GESMA, Cohn-Bendit, Sauvageau, au siège de l'UNEF, qui à l'époque était rue Soufflot. Et je sais qu'on avait des discussions qui servaient à rien, parce qu'on ne discutait pas de ce qui allait se passer, des perspectives politiques. On discutait vaguement de qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on fait demain. Mais il n'y avait jamais de vraie discussion politique. La seule fois où il y a eu vraiment des prises de parole, c'est que je me rappelle d'un débat où il y avait Cohn-Bendit, Ben Saïd, où ils se sont engueulés tous les deux sur le sens des assemblées générales. Ben Saïd disant qu'il faut des délégués élus révocables, Cohn-Bendit disant les assemblées générales, ça suffit. Et je me souviens, puisqu'il faut donner des souvenirs, qu'à Denfert-Rochereau, où ceux qui prenaient, où on me disait aux étudiants, vous voulez aller où, tout le monde gueulait, c'est pas grave. Mais ceux qui dirigeaient, c'était soit Cohn-Bendit qui avait le micro, c'était le seul qui avait le haut-parleur en haut de la statue d'Denfert-Rochereau, soit nous qui avions le service d'ordre en bas, mais les deux n'étaient pas démocratiques. On emmenait les étudiants où on voulait, au micro ou au service d'ordre. Je me rappelle des gens coupant les arbres et levant les grilles des arbres pour en faire des armes. Je me rappelle les cocktails balancés sur les bagnoles pour les brûler. Tout ça, je me souviens. La construction des barricades. Je me rappelle que quand j'allais sur le boulevard Saint-Michel, là, c'était pas tous les arbres d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a des jeunes arbres très légers, puis il y a des gros arbres qui restent. Les jeunes légers, c'est ceux qu'on repoussait après, les autres, on les a coupés. Mais généralement, c'était bien fait sur le boulevard Saint-Michel, avec des gros arbres, les grilles des arbres qui étaient bons, les bagnoles qui étaient bien allongées pour bien le cramer, c'était bien fait. Puis il y a d'autres barricades, notamment rue Gay-Lussac, tout près de là où on était, qui étaient quasiment faites devant des impasses. Donc ça servait absolument à rien, mais elles étaient là quand même. Mais ce que je retiens surtout, c'est une bagnole qui brûle parmi d'autres qui brûlaient, et un gars hilar qui me dit « Tiens, c'est ma bagnole, elle brûle ». Un gars du coin, de la rue Gay-Lussac, ça ne devait pas être un ouvrier. Bon, c'était le quartier latin en état d'ébullition généralisée, avec des barricades partout. Et quand à 6-7 heures du matin, on est sorti de l'école normale supérieure d'Ulm, le quartier latin était vide, désert. On s'est dit, tiens, il s'est vraiment passé des trucs énormes. J'y aurais quand même peu cru, parce que j'avais une solide formation politique qui me faisait dire qu'une situation révolutionnaire demande qu'il y ait une ou plusieurs organisations révolutionnaires qui y croient. Et ça, je savais qu'on ne l'avait pas. Bon, j'étais plus ou moins à la direction des JCR, je connaissais notre force et notre faiblesse, et nos faiblesses.
Et parmi ces faiblesses, il y avait cette implantation minable en milieu ouvrier. C'était une fin d'après-midi, donc je suis rentré dans l'amphi. Il y avait 2000 ou je ne sais plus combien d'étudiants. Je leur ai uniquement dit, il y a des grèves qui commencent à Renaud-Billancourt, il faut y aller. Tout le monde, ouais, on y va, blooms. Donc les ouvriers étudiants, on y va. On a traversé Paris à plusieurs milliers en manifestant. On est arrivé à Renaud-Billancourt et c'est là où on a trouvé une usine, le fief ouvrier, complètement fermée, bloquée. Après, j'ai su que c'était, mais je me doutais, par l'EPC et la CGT, sauf quelques ouvriers qui nous faisaient des grands signes, qui chantaient l'Inter sur les toits et tout, mais bon. Alors moi, j'ai pas été déçu, je m'en doutais, mais la masse des étudiants qui étaient là ne comprenaient pas. En disant liaison ouvrier-étudiant, pourquoi elle n'a pas lieu? C'est scandaleux, mais pourquoi? Mais bon. Alors après, il a fallu expliquer le poids du PC, tout ça. C'est le début de la crise du PC et de la CGT, mais ça n'apparaît pas encore. Moi, je sais que à partir de juin, on a été interdit. On est donc devenu clandestin. Donc nous, on avait nos réunions clandestines dans des endroits chez des intellectuels, des artistes, des comédiens très connus d'ailleurs, mais qui nous hébergeaient ou qui hébergeaient nos réunions. Je ne dormais plus chez moi. J'avais donc donné rendez-vous à ma femme devant mon ancien lycée, mais d'autres gens connaissaient mon ancien lycée, devant le lycée Condorcet. Je l'ai vue, elle, mais j'ai pas vu que le marchand de journaux, les mendiants, ça, c'était tous des flics. Donc, ils m'ont arrêté, et moi, ils m'ont envoyé à la santé au bout de quelques jours. Donc, j'étais à la prison de la santé. J'y suis resté un peu plus d'1 mois. Mais chaque fois que j'ai été emprisonné, en 73 aussi, le président de la République est mort. Donc, je n'ai jamais été inculpé. J'ai chaque fois été amnistié. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une série de mouvements d'abord, où au départ, on n'y était pas, ensuite on y était massivement, le mouvement des femmes, le mouvement homosexuel, le mouvement des émigrés. Je me rappelle la création du FUAR avec un camarade d'aucun game qui faisait en même temps le quotidien, parce qu'on sortait un quotidien en 68. Donc il y avait des grèves, même certaines très dures. Ça a été 2-3 ans, là encore d'activité minoritaire, mais internationaliste, anticapitaliste. Ça a permis à notre organisation, même si on a dû changer de nom, de se ressaisir. Ce que moi je retiens, c'est l'idée qu'il peut y avoir une explosion sociale massive, on est peut-être à la veille, sans qu'il y ait un parti qui porte cette explosion au départ. En se posant le problème, est-ce qu'on peut avoir une auto-organisation permanente, une autogestion par exemple permanente? Il y a eu l'IP, il y a eu le Joint français, il y a eu une série d'exemples drôlement intéressants qu'il fallait soutenir à fond, mais qui n'ont pas duré. Donc le problème auquel on est confronté, c'est comment avoir une auto-organisation, une autogestion massive, avec des délégués qui remplacent le pouvoir officiel qui ne vaut rien, mais qui dure. Ce qui reste, c'est justement cette idée que les gens peuvent devenir méconnaissables. Aujourd'hui, ça reprend métro, boulot, dodo. On se croise le matin, il fait nuit, on se dit pas bonjour. Le soir, on rentre, il fait nuit, on se dit pas bonjour. Ça n'existait pas à l'époque. On conduisait pas seul sa bagnole, parce qu'il y avait la grève des métros et des bus, donc c'était normal d'ouvrir sa bagnole à tout le monde, de discuter la nuit avec tout le monde. Ah, là-dessus, les artistes, les comédiens, ils avaient raison. C'était un autre monde qui s'ouvrait. Aujourd'hui, il y a un individualisme énorme. Il y a à la fois un anticapitalisme puissant mais localisé, il y a un écœurement généralisé, il y a gauche-droite, les gens ne font plus la différence parce que la droite fait une politique d'extrême droite et la gauche une politique de droite. Les gens en ont marre de tout ça. Ils veulent un mouvement général prolongé qui tienne. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont cuites. Rendez-vous pris en 2018, pour eux y'a pas de tout, ni d'accord tacite. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, 2 pavés, l'histoire s'est écrite. La finance est gravée, c'est le monde qui s'effrite.